Alors, en tout cas, bonjour à tous les participants qui sont déjà arrivés, qui sont parmi nous. On vous souhaite la bienvenue sur ce premier webinaire de la rentrée. On est ravis de vous accueillir pour une thématique bien spécifique qui est le bois et l'habitat, avec un focus tout particulier sur la maison individuelle. Donc, on va animer ce webinaire pendant 1h15 à peu près. C'est un webinaire que nous avons organisé, nous, CNDB, en partenariat avec la revue Séquence Bois. Donc, je vais vous présenter un petit peu le bon déroulé de ces webinaires. Donc, je pense que vous avez l'habitude maintenant avec tous les webinaires qui se sont déroulés depuis quelques mois. Donc, normalement, vous, en tant que participant, vous pouvez nous voir, vous pouvez nous entendre. Mais vous ne pouvez, nous, on ne peut pas forcément vous voir et vous entendre. Donc, pour ça, vous avez un petit espace qui s'appelle Converser, qui vous permet en fait d'envoyer des messages, des questions. C'est un chat, tout simplement. Et on va pouvoir nous, soit durant le long du webinaire ou soit à la fin, pouvoir traiter toutes vos questions et y répondre à la fin. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous fera un mail avec toutes les réponses bien traitées. Alors, pour les intervenants de ce webinaire, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Larossi, directrice générale du CNDB, ainsi que Sarah Ador, donc rédactrice en chef de Séquence Bois, qui vous présenteront respectivement nos structures. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir trois architectes qui vont nous présenter leur réalisation. Donc, tout d'abord, Jean-Baptiste Barache, donc architecte qui présentera sa première réalisation. Ensuite, Stéphane Béranger. Et puis, normalement, nous devions avoir Stéphane Berthier qui devrait présenter sa réalisation, qui malheureusement s'excuse, ne pourra pas être présent et sera représenté par Sarah Ador aujourd'hui même. Donc, je vais laisser la parole à Sarah Larossi pour présenter rapidement le CNDB. Merci Amandine. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en cette rentrée. Donc c'est vrai que les webinaires continuent au CNDB. On a testé ça pendant le confinement et on s'est rendu compte que vous étiez nombreux à vous inscrire et à les plébisciter. Donc on continue un petit peu sur ce format-là en attendant de pouvoir vous retrouver lors de visites ou de petits déjeuners thématiques. Donc la thématique de l'habitat, c'est une thématique au cœur de nos métiers, au cœur de la construction bois. On a décidé de donner tout un focus sur la maison individuelle parce que ça reste une part de marché importante pour les acteurs de la construction. On remarque plus 20% du coup en progression entre les chiffres 2016 et 2018 de l'Observatoire économique de la construction bois. Donc ça prouve que c'est un produit aujourd'hui qui fonctionne, qui est demandé, plébiscité au niveau national. Et on trouvait ça intéressant de pouvoir le valoriser, faire appel, comme toujours, à des architectes, à des acteurs de la maîtrise d'œuvre pour nous en parler et nous rapporter leur retour d'expérience. Donc, on est ravis du coup de les accueillir et de laisser cette parole ce matin à votre disposition. Je vais vous rappeler, mais rapidement, parce que vous nous connaissez déjà, du coup, le CNDB en quelques mots. Donc, le CNDB, c'est une association de loi 1901 qui a été créée il y a 30 ans et qui a pour but de promouvoir l'utilisation du matériau bois dans la construction et l'aménagement auprès des acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. On a 3 pôles de compétences que sont l'information, la formation et la communication. Donc, l'information, je vous invite à consulter nos nombreux ouvrages, notre site internet qui a fait peau neuve en cette rentrée, où vous retrouverez pas mal de livrables, pas mal d'informations sur les actualités de la filière et puis pas mal de supports que nous réalisons. La formation, on continue à dispenser un certain nombre de formations par an. Donc là aussi, n'hésitez pas à consulter notre catalogue sur notre site internet et à nous contacter si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et puis enfin, la communication avec du coup un certain nombre de campagnes de communication que le CNDB initie et coordonne pour les acteurs de la filière forêt-bois française. Un contact permanent, donc en effet, on est à votre disposition via le site du CNDB, mais également via les réseaux sociaux où on essaie d'être actif et de vous relayer le maximum d'infos. Donc sur Facebook, LinkedIn, Twitter et via notre newsletter. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à la newsletter pour recevoir l'ensemble des informations et actualités. Bonjour à tous. La parole à Sarah Ador. Bonjour à tous.
Sarah Ador, rédactrice en chef de Séquence Bois. Pour la plupart, j'imagine que vous connaissez, mais je vais faire un petit rappel sur la revue. Donc, c'est une revue qui a été créée par le CNDB il y a 25 ans et qui est indépendante depuis 2018. Elle a été rachetée par le groupe FICAD, qui a également les revues DA, Très Urbain. Donc, c'est une revue qui paraît 5 fois dans l'année, avec systématiquement des numéros thématiques qui comprennent 6 réalisations, dont une est valorisée pour un détail technique, une autre pour une particularité de mise en œuvre. C'est un magazine qui comprend également des actualités sur la filière, sur les événements importants de la filière, les sorties d'ouvrages, l'actualité réglementaire également, et un guide produit également thématique, en général en rapport avec la thématique du numéro. Alors, je ne sais pas si je peux passer… Oui, je vais passer. Voilà. Et récemment, on a développé le site internet de Séquence Bois ainsi que les réseaux sociaux, donc avec une actualité sur Instagram, Facebook. Donc, on vous invite à nous suivre également par ces biais-là. C'est tout pour moi. Oui. Alors, du coup, on va laisser la parole à Stéphane Béranger. Je vais donner la main tout de suite sur le PowerPoint qui nous présentera sa belle réalisation. Bonjour, c'est vous qui bougez les images ou c'est moi? Je peux le faire pour vous si vous voulez. Ok. Juste rapidement, quelques mots. Je crois qu'on a 10 minutes, hein, c'est ça, pour présenter la maison. Ok, bonjour à tous et à toutes. Juste quelques mots sur BM Architect qui, depuis 20 ans, consacre la totalité de sa production à la filière bois. Qui a commencé ses premiers ouvrages en bois dans les années 95 où il fallait vraiment être un architecte militant pour convaincre et la maîtrise d'ouvrage et trouver les bonnes entreprises. On a appris notre métier avec les compagnons du devoir il y a à peu près 25 ans et cette situation nous a fait comprendre que le projet bois était un projet qu'il fallait absolument associer à l'entreprise et que l'architecte ne devait pas rester isolé dans son travail de conception. Donc, je dirais que cette première expérience en 95 a forgé, je dirais, l'ADN de l'agence, avec un ADN qui était spécifiquement dédié à la filière bois, en associant la partie conception de la partie réalisation. Et de fait, on a cherché à intégrer au sein même de l'agence des architectes qui avaient une double formation et un double cursus, c'est-à-dire un cursus d'architecte d'un côté et un cursus de charpentier de l'autre. On a tellement considéré que la mise en œuvre de la solution bois était liée à la compétence de l'entreprise et que du coup, l'agence d'architecture a essentiellement recherché des profils mixtes, architectes et charpentiers. Donc du coup, les architectes qui travaillent, alors BM Architect est une petite agence de 4 à 5 personnes, les architectes qui travaillent avec nous ont soit une expérience de charpentier avec un CAP charpente, soit une expérience en entreprise dans les stages ouvriers que les architectes peuvent faire pendant leur cursus d'études. Donc ça, je dirais que c'est un ADN très important et une caractéristique très importante de BM Archi, c'est justement d'associer la mise en œuvre à la conception. Donc le projet qu'on va présenter ce matin est un projet de maison individuelle qui est construit dans les Hauts-de-Seine, sur la commune de Meudon, si on peut passer sur la première image. Donc ça, voilà, donc c'est je dirais le résumé de l'expérience de l'agence où on revient tout de suite sur l'idée de la double activité de conception, de la recherche et développement. C'est-à-dire que BM Architect aussi ne s'assied pas sur une compétence acquise, mais remet systématiquement en cause, grâce à la filière bois, qui est une filière qui évolue très vite, avec des intervenants qui évoluent très vite, avec des groupements d'entreprises, des groupements d'industriels et des savoirs techniques qui évoluent très vite. Donc, on refuse de se faire appeler spécialiste du bois, mais au contraire, on essaye d'alimenter en permanence cette recherche sur des solutions innovantes que le bois nous permet. Donc, je dirais que les solutions bois nous permettent justement d'aller chercher des innovations techniques de mise en œuvre et de conception. Et la maison qu'on va voir maintenant, qui est une maison qui a été construite en CLT, donc en massif 3 plis, est une maison qui a été construite, si on peut passer sur la slide d'après. Voilà, on appelle cette maison la maison d'angle. Donc, c'est une maison qui se situe sur un tout petit terrain d'environ 200 mètres carrés sur un angle de 2 rues dans une zone urbaine. Qui a la particularité d'avoir une emprise très faible et qui, compte tenu des règles du plan d'occupation des sols, nous permettait de monter à plus de 12 mètres de haut. Donc, le choix technique de cette maison s'est orienté tout de suite vers le CLT pour ses qualités de contreventement horizontaux, avec la particularité de la maîtrise d'ouvrage, de rechercher un ouvrage brut
dont les murs intérieurs seraient laissés en apparent bois. Donc, c'est vrai qu'on a cherché, alors ça, c'était le premier critère sur le choix produit et le choix structure. Le deuxième critère sur le choix technique a été de chercher une entreprise locale, encore une fois, toujours dans la recherche de prolongation du travail de conception vers la réalisation, avec l'idée d'un circuit court avec les entreprises. Et on a la chance d'avoir une entreprise sur cette commune de Meudon qui s'appelle Delage-Charpente, avec une autre particularité, c'est que l'architecte qui travaille à mi-temps avec nous travaille également et est chef d'équipe dans cette entreprise. Donc là, on a mené une expérience intéressante en conception-réalisation avec un architecte qui évidemment intègre l'agence puisqu'il en est le salarié, mais qui est aussi chef d'équipe chez Delage Bois. Donc là, c'était très intéressant parce que c'est la première fois qu'on travaillait sur un produit CLT, à cette échelle-là, en tout cas, sur une petite maison qui fait 140 ou 150 mètres carrés. Et l'idée, c'était justement d'aller chercher la perfection dans le détail et dans la conception et dans la mise en œuvre. Donc, il se trouve que le résultat auquel on est arrivé est évidemment clairement lié justement à cette juxtaposition entre le travail de conception et le travail de mise en œuvre. Alors évidemment, c'est très compliqué de renouveler ces conditions-là puisqu'il est rare d'avoir un architecte qui travaille en même temps sur une agence et en même temps sur l'entreprise qui va concevoir l'ouvrage. Mais ce montage nous a conforté dans l'idée que le travail de conception devait absolument être associé au travail de réalisation, notamment sur cette filière bois, encore une fois, qui nécessite un travail de préparation et d'exécution dans le détail qui est très important. On dit toujours que la filière bois est évidemment moins valorisée que la filière béton, malheureusement. Et pour pallier à cette situation-là, je pense qu'il faut qu'on puisse être en mesure de produire des ouvrages qui soient techniquement beaucoup plus qualitatifs et que pour qu'ils soient beaucoup plus qualitatifs, évidemment, il faut travailler main dans la main avec l'entreprise. Donc pour moi, le travail de l'entreprise est aussi important que le travail de conception. Donc, c'est pour ça que l'agence BM Architecte travaille maintenant essentiellement sur des marchés publics en conception-réalisation, de façon, encore une fois, à intégrer l'équipe de mise en œuvre à l'équipe de conception, que ce soit les bureaux d'études ou les entreprises. Donc, on va peut-être passer sur la slide d'après. Alors voilà, donc là, on est sur la fiche technique de la maison, donc 2018. Delage Bois, j'en ai parlé tout à l'heure sur l'entreprise. Panneau CLT Novatop, donc c'est des produits tchèques. On est sur un revêtement extérieur en mélèze saturé, noir, joint, ajouré, claustrat, mélèze, etc., etc. Bon, je vous laisse lire la fiche technique. On est sur une consommation qui est très faible puisqu'on va chercher le moins 30% sur cette opération-là, sachant que, remise dans son contexte, c'est une maison qui a été livrée en 2018 et qui a été conçue en 2016-2017. Donc évidemment, si on avait à intégrer aujourd'hui les technologies et les exigences thermiques d'aujourd'hui, on aurait pu mener beaucoup plus loin la performance thermique de la maison en augmentant la valeur de ces isolants sur les façades manteaux. On va passer sur la slide suivante. Voilà, donc la situation, le contexte de cette maison est un contexte assez intéressant puisqu'on traite un angle entre deux rues et on voit bien que la composition de la maison va gérer la structure de l'espace public de la place. L'objectif pour nous, c'est de traiter le retournement entre deux échelles, cette rue qui monte sur la gauche et cette rue horizontale sur la droite, où vous avez deux gabarits différents. Vous avez un gabarit de R+2 sur la rue qui monte et un gabarit de R+1 sur la rue à droite. Donc, l'idée de cette maison, c'est qu'elle va travailler et sur un élément vertical qui est ce monolithe en bois qui fait 12 mètres de haut et un volume blanc que vous voyez sur la droite qui va reprendre le gabarit de la maison sur la partie droite qui fait R+1. Donc, l'idée, là, c'est de travailler sur deux matériaux différents. Donc, on est sur un matériau brut avec ses joints ajourés. C'est le claustrat ajouré que vous voyez sur la partie verticale et ensuite sur les panneaux composites blancs que vous voyez sur la partie latérale. La maison n'est pas une maison qui, évidemment, est une maison sans fenêtre, puisque c'est une maison derrière sa résille qui abrite un certain nombre d'ouvertures que vous ne voyez pas. Le principe, c'est qu'on est sur un traitement de façade cinétique avec ces joints que vous voyez, ces bardages ajourés, où en fonction de la position de celui qui regarde sa maison, vous voyez, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Le seul élément, je dirais, qui anime cette façade monobloc, c'est la grande paroi vitrée que vous voyez sur la partie droite qui éclaire le séjour.
Donc, le parti pris d'organisation de la maison, c'était de surélever le séjour d'un niveau, puisque sur le rez-de-chaussée bas, vous avez un studio qui est un studio indépendant. Et en fait, la maison fonctionne à partir du rez-de-chaussée haut, c'est-à-dire du premier étage de la rue basse. Donc, vous avez les pièces de vie qui sont en partie R+1 et des chambres qui sont en R+2 et R+3. On peut passer sur la slide d'après. Voilà, donc là, on voit bien la décomposition et la fragmentation des volumes, puisque l'objectif de cette maison, c'était évidemment d'essayer de s'intégrer au mieux dans un tissu pavillonnaire qui est constitué par des écritures et des architectures et des volumes complètement différents. Donc, l'objectif, dans le souci d'intégration, c'était de justement réassocier des volumes de taille et de matières différentes. Donc là, on voit la maison qui est éclairée en début de soirée et on voit bien le travail sur la transparence et sur les vues qui sont données sur chacun des volumes intermédiaires. On peut passer sur la slide suivante. Pardon. Voilà, donc là, on est sur les plans de niveau. Donc, sur la partie en haut à droite, vous êtes sur le plan masse. Donc, on est aussi extrêmement contraint par des règles de plan d'occupation des sols, enfin, le plan local d'urbanisme, pardon, qui nous contraint à des marges de recul qui sont extrêmement contraignantes, en sachant qu'on a des alignements obligatoires sur une rue, des reculs obligatoires sur une autre. Donc, ce qui donne une forme relativement, je dirais, accidentée à la maison, mais qui, en revanche, par le traitement de ces façades, essaye de retrouver de la cohérence et de la sérénité. Sur la partie des plans, vous voyez qu'en bas à gauche, on est sur le rez-de-chaussée. On est sur un système où vous avez un stationnement à droite et un studio à gauche avec la pièce qui se trouve sur la partie rue d'Artelon, avec un escalier qui, lui, est un escalier qui est la véritable colonne vertébrale de cette maison qui va dérouler, je dirais, et desservir la totalité des espaces sur 4 niveaux. Donc après, vous avez des niveaux qui viennent s'accrocher et des espaces qui viennent s'accrocher. Ces espaces sont plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés en fonction des usages. On va passer sur la slide suivante pour vous donner le détail et le soin qu'on a essayé d'apporter aux assemblages, en sachant que évidemment on est contraint à des limites économiques sur un projet comme celui-là, puisque évidemment, comme n'importe quel maître d'ouvrage, on a un budget à respecter. Donc l'objectif, c'était d'essayer d'optimiser la solution Novatop dans le maximum d'ouvrages, de traiter d'abord la maison en macro-lots. Les macro-lots, chez nous, on n'en traite que 3, c'est-à-dire le premier, c'est le hors d'eau, hors d'air, qui va associer évidemment le travail du charpentier au travail d'isolation, revêtement extérieur, étanchéité, menuiserie extérieure. En sachant que sur cette opération-là, on a étendu ce macro-lot au lot serrurerie, puisqu'on a intégré l'escalier intérieur au lot charpente. Donc évidemment, les solutions Novatop sont des solutions qui sont parfaitement adaptées à ce type d'ouvrage, puisque comme vous le voyez, toutes les pièces sont prédécoupées en usine et qu'elles arrivent prêtes à assembler. Donc l'escalier qui ici fait 12 mètres de haut est un ouvrage qui a coûté 4 fois moins cher que s'il avait été réalisé en serrurerie métallique. Le second avantage, c'est qu'en plus, on met en sécurité le chantier, puisque au fur et à mesure que les parois sont élevées et assemblées, l'escalier monte avec. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas les compagnons en situation de danger avec des cages d'escalier qui restent vides jusqu'à l'arrivée du serrurier. Donc là encore, un travail d'assemblage relativement important, dans le sens où vous voyez que chaque panneau est assemblé l'un à l'autre avec un système de joints creux. Donc vous voyez que les interfaces entre les parties verticales et les parties horizontales sont traitées avec un joint creux, c'est-à-dire une mousse de compression qui vient non seulement gérer les petits défauts éventuels d'assemblage, mais aussi traiter un joint creux avec un fond noir. La contrainte sur cette mise en œuvre, évidemment, une préfabrication très poussée, dans le sens où les circuits électriques sont intégrés aux parois, puisque le Novatop, c'est un 3 plis. Donc, le 3 plis, vous avez 2 faces apparentes. On le voit sur la tranche gauche de l'escalier. Donc, on a 2 faces apparentes et une âme. Donc, en fait, les réseaux électriques sont gérés en usine, sont rainurés en usine sur l'âme du milieu, avec des passages électriques qui sont déjà établis, évidemment, au montage. Ce qui veut dire que ça ne nous laisse absolument pas la place à une souplesse d'implantation dans le cadre du chantier. Ça veut dire que les positionnements d'appareillage électrique sont évidemment prédéfinis à l'avance. Vous voyez aussi que sur le sol, il y a un traitement de petites plaintes noires qui vient là, pour le coup, gérer le pied du mur avec les systèmes de fixation qui peuvent rester apparentes, mais que là, on ne voulait pas laisser visibles. Sur la slide suivante, voilà, le travail d'assemblage est un travail très rigoureux avec un calpinage des lames verticales par rapport aux façades intérieures. Donc ça, on doit évidemment ce travail d'assemblage et de calcul, non seulement à l'architecte qui a mis ça au calcul à l'agence, mais aussi
au chef d'équipe qui a su évidemment motiver son équipe pour le respect des contraintes techniques et des contraintes d'assemblage. Slide suivante. Voilà, donc là, on voit bien tous les détails d'assemblage sur les parties capotage de fenêtres et de menuiserie extérieure. Le travail du bloc fenêtre aussi du séjour est un travail important puisqu'il intègre à l'intérieur de cette grande baie vitrée qu'a nécessité un outil de levage particulier compte tenu de son poids, qu'a intégré un système d'occultation solaire puisque la maison est équipée de sol screen, puisque la façade que vous voyez en face de vous est une façade ouest. Les petites fenêtres verticales sont sur le sud. Donc évidemment, la maison obéit aussi à une approche low-tech, une approche de bon sens qui est d'orienter les fenêtres, enfin les façades au soleil, de capter le maximum d'énergie pour que cette maison consomme le moins possible, en sachant que les façades les moins déperditives sont les façades qui sont orientées au nord. Donc là, vous voyez qu'il y a un travail par exemple, sur l'extension des espaces extérieurs avec la terrasse au premier plan de la photo, puisque vous avez ici des espaces extérieurs qui sont décalés par rapport à la rue d'un niveau. L'objectif était d'éviter le vis-à-vis d'un espace extérieur en rez-de-chaussée pour éviter que les gens de la rue puissent voir les gens qui vivent dans cette maison. Donc en fait, le rez-de-chaussée de la maison a été surélevé d'un niveau. Slide suivante. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'avoir un cadrage sur la ville et sur le pavillon de banlieue qui est tout à fait privilégié par rapport à ce niveau rez-de-chaussée plus un étage du salon, où là, vous voyez que la vue sur l'extérieur est parfaitement cadrée avec ce bloc fenêtre qui vient générer un espace de lecture et un espace de contemplation par rapport à l'extérieur. Slide suivante. Voilà, donc on a à peu près donné quelques chiffres peut-être avant de laisser la parole à mon confrère. C'est une maison qui a coûté 2200 € du mètre carré habitable, valeur 2018. C'est une maison qui a été montée en 11 mois. Donc évidemment, la solution CLT préfabriquée, bon, évidemment, je n'en parle pas à tous les gens qui sont ici parce que je pense qu'ils sont largement informés, mais l'intérêt de la préfabrication, c'est que la maison a été levée en 4 semaines et que tout le temps nécessaire entre les 4 semaines et les 11 mois de chantier, ça a été les fondations spéciales, les dallages béton et puis les finitions extérieures, bien entendu. Voilà, pour moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Alors du coup, Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Il y a un camion qui vient de se garer juste devant l'agence qui ne fait pas trop de bruit. Non, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, juste un instant, je me permets de faire passer l'info. Donc, on a reçu quelques questions pendant l'intervention de Stéphane Béranger. On répondra à l'ensemble des questions à la fin du webinaire. Voilà, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc merci au CND pour cette invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je présente rapidement l'agence Arba, composée de 2 associés, Siem Lamine et moi-même. Depuis une dizaine d'années, on ne fait que de la construction bois, que de la commande privée, quasiment que de l'habitat, l'habitat individuel. On est très intéressé par l'architecture vernaculaire, qui est une architecture évidente, de bon sens, sans trace d'intention. Donc, c'est un peu schizophrène de faire ça, mais on essaie de faire une architecture dans laquelle on oublie le travail de l'architecte. On essaie de faire disparaître les intentions. Donc, des objets très simples. On s'intéresse beaucoup aux charpentes. On part de la charpente, de la structure, et avec l'idée d'habiter des charpentes. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà, c'est vraiment le métier dans la construction qui nous intéresse le plus, la charpente, le bois, le métier de la charpente, le métier de charpentier. Voilà, idéalement, on essaie de proposer aux gens d'habiter dans des charpentes. On travaille donc sur des objets qui sont toujours simples, des formes simples, optimales, très optimisées, plutôt compactes, avec des surfaces plutôt réduites et avec plutôt beaucoup d'énergie sur le travail entre la limite dedans-dehors, avec toujours un peu l'idée d'habiter des sites, plutôt d'habiter des maisons, habiter un site, construire des espèces d'intendances qui vont permettre de vivre un site de manière confortable. Donc, pas forcément des surfaces très importantes, mais des relations très, très riches entre dehors et dedans,
riche, très flou, essayer de flouter le plus possible cette limite dedans-dehors, le ressentir le moins possible au moment où on passe de l'un à l'autre, avec des limites épaisses, escamotables, réglables, etc. Sur cette maison entre les murs, donc c'est une maison à Thomery qui s'est construite sur une parcelle. Sur la commune de Thomery, on avait des murs à vignes qui composaient, qui structuraient le paysage. Donc c'est des murs qui sont à peu près espacés de 10 mètres les uns des autres. Et puis les limites parcellaires se sont alignées sur ces murs-là. Et quelquefois, on a des parcelles qui sont traversées par un des murs. Là, c'était le cas ici. Donc on a un mur qui coupait le jardin en deux. Donc on essaie, chaque fois que c'est possible, on n'a pas du tout envie de casser des choses qui ont été construites, avant nous. D'une part parce qu'en général, ce qui a été construit il y a quelques décennies a été bien construit. C'était une époque où on construisait bien un mur, ce mur-là, sans être très vieux, ben, il est bien bâti, il a été bien fait, soigné, il est encore là. On n'avait pas envie de le détruire. Donc on l'a utilisé, on s'est permis de le découper sur 3 mètres de large pour ouvrir une façade sud, pour laisser rentrer le soleil dans la maison. L'autre particularité du site, c'est un site qui est en pente également. Alors ce qu'on s'est dit, c'était donc de garder ce mur-là, l'ouvrir et puis poser un objet qui va composer avec le site et dessiner 3 jardins et stimuler ces 3 jardins. Donc la maison se pose, peut-être, je ne sais pas si on peut jeter un coup d'œil sur des plans, éventuellement il doit y avoir un slide avec des plans. Voilà, on le voit là, pas très bien. Bon, sur le premier, on voit sur le rez-de-chaussée, donc on a au sud, donc en bas, le jardin principal. Est et ouest, on a deux autres plus petits jardins. L'espace chauffé ne touche jamais le mur, donc on circule entre le mur, entre l'enveloppe chauffée de la maison et le mur par une coursive abritée. Voilà, et donc on a trois façades. Là, on ne voit jamais trop l'objet de la maison en entier, on voit les façades les unes après les autres. Jean-Baptiste, on vous entend mal. La maison en entier, et on a plutôt 3 façades, 3 jardins stimulés par 3 façades. Donc c'est important pour nous de ne pas toucher ce mur-là, donc de s'éloigner un petit peu, et puis que ce mur-là devienne une des façades de la maison. Cette façade sud devient presque une façade minérale. Que dire encore? Donc voilà, l'objet est très simple, donc une coursive périphérique abritée, des superstructures bois. On peut peut-être revenir en arrière sur le. Alors on a vu la façade principale sud. On peut voir une des 2 autres façades, est-ouest, un des pignons. Voilà, là on a le pignon est. Donc pareil, on a une limite épaisse avec une superstructure en premier plan, des espaliers en Douglas qui délimite l'espace de la coursive. Et ensuite on a l'enveloppe chauffée. Bon, la construction bois s'est adaptée assez bien parce qu'on avait des sols assez fragiles, les solliciter le moins possible. Sur le principe constructif, donc on a une charpente assez simple composée de 4 fermes. Comme pour notre confrère, on essaie comme on aime beaucoup les charpentiers, on essaie de les faire travailler le plus possible. Donc, une fois que le maçon est parti, on essaie de leur donner autant de choses qu'ils peuvent gérer. Donc, bien sûr, la charpente, mais les murs finis, intérieur, extérieur. On essaie d'éviter le principe du second œuvre. Donc, on fait des murs ossature bois qui sont déjà fermés, isolés et dont le panneau de contreventement est aussi un panneau de finition. Donc, on n'a pas de doublage. On utilise là sur cette maison du MFP en doublage, en panneau de contreventement intérieur qui est fini. Donc, on se débrouille aussi comme le faisait notre confrère pour laisser passer tous les réseaux ménagers dans la charpente, tout un tas d'interstices pour
circuler tous les réseaux électriques et de plomberie. Voilà, c'est un travail intéressant, très en amont. Voilà, donc le charpentier gère l'ensemble de l'enveloppe, à chaque quand c'est possible, également les menuiseries et le couvert. Là, ça n'avait pas été le cas parce que c'était des menuiseries aluminium. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, ben, toujours, voilà, on voit sur cette photo là, très, très intéressant de travailler sur différentes séquences entre dedans et dehors. On voit bien à droite le jardin, puis on passe à travers le filtre du mur, on commence à être abrité, on change de plateau, on arrive sur un sol bois qui est un peu surélevé par rapport au jardin, et puis on rentre encore, on arrive à l'intérieur de la maison. Voilà, ça c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui stimule, très stimulant dans l'acte d'habiter au quotidien. Voilà, ça nous intéresse beaucoup de stimuler l'esprit des utilisateurs de ces architectures. Voilà, ben, on est très, très intéressé aussi par l'architecture traditionnelle japonaise, voilà, qui traite bien ça depuis très longtemps, on essaie de faire des architectures, enfin l'architecture traditionnelle japonaise conçoit les maisons un peu comme des observatoires d'un site. On a un site et on essaie d'en profiter et de le contempler le mieux possible avec ces architectures qui le mettent en scène. Voilà un peu l'idée. Voilà, on voit l'ouverture principale de la façade sud avec des châssis à galandage qui présentent l'intérêt de disparaître. Voilà, encore une fois, de brouiller cette idée d'enveloppe chauffée, de limite dedans-dehors. Donc la charpente est visible tout le temps. Là, on est très optimisé sur les planchers. On utilise vraiment tout le volume. On a un atrium central. Et puis, mais on utilise vraiment tout le volume de la charpente jusqu'aux combles, qui sont des chambres à part entière. On a 4 chambres au total, 2 à chaque étage. Voilà, et puis essayer aussi de sentir dans la maison à chaque fois partout la totalité de la charpente, la totalité de l'espace. Pas voir tout le temps, mais percevoir en permanence la totalité de cette charpente-là, la composition de cette charpente. C'est pareil, c'est quelque chose qui pour nous stimule aussi, est très stimulant de sentir la structure d'une charpente, de savoir comment elle tient, comprendre ça nous semble important aussi dans l'acte d'habiter, dans ces abris, comprendre comment on est abrité, comment le toit tient. Voilà, toujours ce travail sur cette limite dedans-dehors. Ensuite, on a des agencements qui sont en contreplaqué de bouleau. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter d'autre. On voit ici l'atrium avec l'escalier d'accès, une échelle de meunier d'accès au deuxième étage. On a des chambres qui ne sont pas forcément toutes closes. Celle du premier étage qu'on voit ici est fermée par un rideau. Voilà, parce que quand les trois chambres sont fermées, on peut considérer que la quatrième est isolée du fait de la fermeture des 3 autres. Peut-être que... voilà, et on va peut-être voir encore l'espace du premier étage avec là, au premier étage, on a encore une vue traversante, donc avec une chambre ici qui n'est pas close, fermée par un rideau, qui donne sur l'atrium central, puis sur la chambre en vis-à-vis, qui est une chambre d'enfant, qui elle est fermée avec un châssis vitré intérieur. Et on a une traversée est-ouest de la maison, encore une fois, pour arriver à percevoir l'ensemble de la structure, de la charpente. Même dans les espaces privatifs, on apprécie de continuer à sentir cette structure. Voilà, donc là on a le travail sur les pignons, cette double peau donc elle est équipée d'espaliers et de petits balcons qui sont
eux-mêmes équipés de garde-corps, qui sont à la fois des brise-soleil et puis des garde-corps. Voilà, et puis pareil, avec toujours cette idée de mise en scène du paysage, de filtrer un paysage à travers une structure, ça c'est pour nous toujours source d'émotion. Et là, on arrive au deuxième étage, donc l'espace des combes, donc, qui est assez petit, mais qui a son charme, aussi. On a peu d'auteur au-dessus d'1,80 m, mais on arrive à optimiser ça avec des espaces de bureaux, et puis toujours les petits balcons. Dans chaque espace, on a cette double peau et ce brouillage de la limite dedans-dehors. Voilà, je suis à peu près arrivé au bout de la présentation. Je serais très heureux de répondre aux questions que certains voudraient poser. Merci à tous. Merci à vous. Alors bonjour, je représente aujourd'hui donc l'agence Mezzo Studio qui hélas n'a pas pu se libérer, donc je vais tenter de présenter le projet, qui est un projet qu'on a également présenté dans le dernier numéro de Séquence Bois, donc vous pourrez également le consulter sous cette forme. Donc, est-ce que les diapos passent toutes seules? Enfin, est-ce que je peux prendre la main? Tu as la main dessus. Oui, ok, ça a l'air de marcher. Ça. Alors donc Mezzo Studio, c'est une agence qui a été fondée en 2008 par deux architectes qui sont également docteurs en architecture et en urbanisme et enseignants en école d'architecture à la Villette et à Versailles. Donc les deux fondateurs sont Stéphane Berthier, qui est d'ailleurs un membre actif du comité de rédaction de Séquence Bois et qui a étudié durant sa thèse l'évolution de l'architecture bois et des innovations techniques en construction bois. De son côté, Xavier Bonneau, donc, qui est son associé, est plutôt porté dans ses recherches sur l'urbain par le prisme de la philosophie. Donc, pour parler un petit peu de ce qui guide leur travail de conception, en fait, ce sont deux architectes qui accordent une importance particulière à la question de la durée de vie de l'édifice, à la qualité des matériaux. Donc dans une démarche écologique, mais peut-être surtout par une certaine sensibilité pour ce matériau naturel, la plupart de leurs réalisations sont construites en bois. Donc elles tentent toujours de nouer des liens avec l'environnement végétal, avec une forte influence japonaise, qui se retrouve à la fois dans les principes constructifs, mais aussi, et peut-être surtout, dans la relation poétique que les constructions cherchent toujours à tisser avec le milieu, avec toujours une volonté d'ouverture de l'architecture sur le site, sur le paysage. D'ailleurs, le nom de l'agence vient de là. Mezzo Studio, ça vient du grec mezzos, qui signifie milieu. Donc, toujours cette ouverture au milieu qui est primordiale dans le projet. Donc, cette agence, elle applique cette philosophie à la fois à des programmes privés, comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi à des programmes de petits équipements, comme des crèches, qui est un programme sur lequel cette agence s'est penchée à plusieurs reprises. Alors, j'arrive pas. Ah oui. Voilà. Alors, je vais donc vous présenter le projet qui s'appelle la Maison des Invités, qui est un projet situé à Fontenay-sous-Bois. Donc, c'est une maison qui prend place dans le jardin d'une maison bourgeoise, dans un quartier pavillonnaire de la ville. Et en fait, le contexte de la commande, c'est donc un couple qui a besoin d'avoir un lieu pour accueillir la famille de manière indépendante de la maison. Donc, je vous ai mis la petite fiche technique. C'est un bâtiment qui a été livré en 2018, mais après le reste, je vais vous en parler par la suite. Donc, en fait, ça, c'est la vue depuis la rue. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on ne voit pas le projet. Vous allez le découvrir juste après. Donc, en fait, on est dans une commune de la première couronne où de nombreux propriétaires cherchent à réaliser des extensions, des surélévations, à densifier leurs parcelles. Et ici, la seule possibilité laissée par le PLU, c'est de prolonger une construction existante et de rester en dessous du gabarit de 3,20 m de hauteur. Donc, en fait, la seule construction qu'il était possible de prolonger sur cette parcelle, c'était le garage. Donc, on voit là sur la droite de la photo. Et donc, le plan masse était quasiment donné d'avance. Donc là, vous voyez en fait la construction existante, le garage. Et en fait, il s'agissait donc de prolonger jusqu'au fond de la parcelle ce volume. Donc voilà ce que ça donne. En fait, la maison prend la largeur du garage, elle prend quasiment sa hauteur et elle s'étire tout le long du mur de clôture du jardin comme si en fait elle venait l'épaissir.
Donc voilà le plan. Donc on voit le garage sur la droite existant qui n'a pas été détruit, qui a été conservé tel quel, et l'extension finalement qui vient à la suite. Donc le plan est très simple. Il s'agissait d'avoir un espace le plus polyvalent possible qui puisse autant accueillir des amis de manière indépendante. Donc il fallait qu'il y ait une cuisine, une chambre, un salon. Mais il fallait aussi que l'espace puisse servir de dépendance pour les fêtes de famille qui pouvaient se dérouler dans le jardin. Une sorte d'espace d'accueil particulièrement polyvalent. Donc les architectes ont une stratégie assez simple, c'est qu'ils ont placé la cuisine d'un côté, vous le voyez sur la gauche, et la chambre et la salle de bain à l'autre extrémité. Et entre deux, l'espace est complètement modulable, complètement libre, avec un meuble bibliothèque au milieu qui éventuellement peut être pivoté et qui permet de séparer le salon de la chambre dans le cas où c'est utilisé de cette manière-là. Donc on a un volume unique, à l'exception de la salle de bain. Alors, voilà la coupe. Et donc avec une simple toiture à simple pan qui est ensuite posée sur le volume, de manière à ce que les eaux pluviales descendent côté jardin. Donc toute la façade à partir de là est vitrée. Donc c'est vraiment trois intentions assez simples pour être donc vraiment en relation avec le jardin. Donc on a des menuiseries coulissantes en mélèze. Alors je vais vous montrer après. Je reviens juste sur la photo du projet. Voilà. Donc avec des menuiseries coulissantes en mélèze, donc ça crée une ambiance très contemplative à l'intérieur. On est vraiment immergé dans l'ambiance végétale du jardin. Et ce qui permet d'ailleurs de constater que densification ne rime pas forcément avec disparition des jardins et des terres végétales en ville. On peut tout à fait concilier les deux démarches et ce projet est un excellent exemple d'intervention assez fine. Je reviens. Alors à ce volume très simple, une intention supplémentaire a été ajoutée qui est assez intéressante. Et donc, je vous ai mis une image de référence ici. En fait, les architectes ont souhaité ajouter une sorte de galerie couverte qui est très inspirée d'un dispositif qu'on trouve dans l'architecture traditionnelle japonaise, donc qui s'appelle un engawa. Ça permet de créer un espace entre dedans et dehors qui est une sorte d'espace de transition entre le jardin et l'intérieur où on peut s'abriter de la pluie, par exemple, tout en étant à l'extérieur. Ce dispositif permet également de faire brise-soleil. Et en fait, il se caractérise assez simplement, ici comme au Japon, par un platelage bois qui est surélevé par rapport au sol et une trame de poteau qui rythme le cheminement de celui qui se promène sur la galerie. Donc, ce que ça donne dans le projet, voilà, c'est ça. Donc, c'est un espace qui est rythmé par une série de portiques en mélèze ici, de section 12 par 12, ce qui était vraiment une volonté forte des architectes qui voulaient réemprunter cette section qui est typiquement japonaise, qui est utilisée dans les temples de Kyoto. Ce qui est assez beau, c'est que cette trame n'est pas régulière, et c'est ce qu'on appelle une trame écossaise, c'est-à-dire qu'il y a une alternance entre une petite travée et une grande travée. Donc on a une cadence ainsi qui est plus intéressante, moins monotone sur la grande longueur de la façade, qui est quand même assez impressionnante. Pour assurer la bonne tenue dans le temps de ces poteaux en bois massif, ce qui était une intention vraiment des architectes, ils souhaitaient vraiment avoir du bois massif non transformé. Alors, ce que le charpentier a dû faire, c'était pour être sûr qu'il n'y ait pas de fissure, c'était d'utiliser un bois plus sec, donc un bois qui est normalement destiné à la menuiserie, de manière à ce qu'il y ait moins de fissures. Par contre, côté vitrage, on voit peut-être un peu mieux ici, il n'était pas vraiment possible de prendre un bois brut non transformé, puisqu'en fait, s'il y a déformation, les cadres de vitrage risquaient de plus être trouvables. Donc, il a été utilisé du mélèze contre-collé qui est plus stable. Donc, voici une axonométrie de la structure qui permet de voir que les architectes ont opté pour une structure en bois court, là encore inspirée de la construction bois japonaise. Donc, les poutres portent de portique à portique dans le sens de la longueur du bâtiment. Donc, on n'a vraiment que des petites longueurs. Alors, il y a un détail qui est intéressant. Ce qui est assez beau sur cet engawa, sur la galerie, c'est que la rive de toiture est très fine, comme vous avez pu le voir. En fait, pour éviter d'avoir une gouttière sur toute la rive et des descentes d'eau pluviale sur les poteaux, ce qui aurait pu être un peu inélégant, les architectes ont encastré un chéneau au droit de la façade vitrée, ce qui fait que la gestion des eaux pluviales se fait en amont de la rive, donc, comme vous pouvez le voir sur ce détail. Et en fait, la partie de toiture qui couvre la galerie est considérée comme une marquise au vu de sa faible largeur. On admet donc que les eaux pluviales peuvent se déverser dans le jardin.
Un autre élément qui donne une esthétique particulière à cette rive, c'est que en fait, les architectes ont employé une trame très serrée de chevrons de toutes petites sections. Donc, c'est ce qu'on voit, les chevrons Mélèze 40 par 40, qui donnent l'impression que le plafond est entièrement texturé, ce qui cache l'OSB de contreventement qui est placé juste au-dessus. Alors, je voulais essayer de vous montrer. Mais... Voilà, c'est ce que vous voyez là au plafond. C'est assez beau. Et en fait, quand on est sur le côté, voilà, on voit toute une série de petits chevrons, assez esthétiques. Ensuite, il y a un détail aussi qui est important, c'est cette relation au mur mitoyen, puisqu'en fait, on est dans une situation où on vient comme épaissir le mur mitoyen. En fait, le mur d'enceinte de la parcelle a été dédoublé d'un mur maçonné. Comme ça, la nouvelle construction est complètement indépendante, non seulement d'un point de vue cadastral, mais aussi structurel. Et ce qui est assez réussi, c'est que le voisin, là, on est côté voisin sur cette élévation, il ne perçoit qu'une bande de zinc au-dessus du mur, donc la construction est quasiment invisible depuis l'extérieur. Donc voilà le détail. Donc en fait, tout le reste est en bois, à l'exception de ce mur maçonné qui vient faire le bâtiment. Et alors, j'ai mis quelques photos d'intérieur pour que vous perceviez l'ambiance. Donc on est vraiment très en relation avec le jardin. Et ensuite, on peut moduler la relation avec des rideaux. On a vraiment un grand espace complètement libre. C'est tout pour moi. Parfait. Merci à vous trois pour ces belles présentations. On va pouvoir passer au temps d'échange, de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite bulle de converser. On va pouvoir tout traiter au fur et à mesure. Alors, pas mal de réponses ont déjà été données du coup en direct. On remercie d'ailleurs Stéphane Béranger d'avoir joué le jeu, de répondre aux questions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je réactive ma caméra. C'est le moment. Vous avez encore quelques minutes. Et puis sinon, on va doucement mais sûrement se quitter. Donc Amandine, le webinaire sera disponible prochainement. Tout à fait. Si jamais vous êtes arrivé en cours de route, vous avez loupé une petite partie, ne vous inquiétez pas, on a enregistré tout le webinaire qui sera donc enregistré et mis directement sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site ou dans la newsletter. On vous informera de la sortie, de la disponibilité de ce replay en tout cas. Voilà, et puis à nous faire passer toutes vos demandes. Je sais que quelques amis journalistes sont présents également. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de photos, d'informations complémentaires pour vos articles, n'hésitez pas à nous contacter en direct afin qu'on vous fasse passer tout ça. Voilà, merci à tous, puis à très bientôt. Merci. Alors, une petite question sur le prix de la maison Thomery. Ah, le coût. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Le coût. 266 000 euros TTC. 108 mètres carrés. Merci. Alors Stéphane, tu as une question. Je ne sais pas si tu la vois. Intègres-tu en interne les compétences BET structure bois ou t'appuies-tu sur des entreprises pour la conception? Rebonjour. Là, il se trouve que le fabricant Novatop a un bureau d'études intégré. Donc, il se trouve que sur un ouvrage de cette taille-là, la compétence exécution et bureau d'études est intégrée à la fourniture du produit. Si on avait dû travailler sur un projet de plus grande échelle, je pense qu'on aurait évidemment intégré un bureau d'études entre nous et l'entreprise. Mais vu l'échelle du bâtiment, les compétences de Novatop en interne étaient largement suffisantes. Et comme Novatop est un produit qui cherche à se développer au sein des architectes, Novatop fait beaucoup d'efforts justement pour essayer de leur simplifier la tâche dans leur phase de conception.
Donc, contrairement à d'autres gros fabricants, Novatop a intégré cette compétence en interne pour essayer justement de simplifier et d'accélérer le développement de leurs produits auprès des architectes. Alors, quel est le chauffage de la maison de Meudon? C'est un chauffage gaz avec un ballon thermodynamique. Donc, on est sur une solution qui, là encore, est une solution de compromis par rapport à un coût. Donc, on est sur un système de production de chaleur par eau avec une diffusion toute simple par radiateur mural. En revanche, l'eau chaude, c'est un thermodynamique. Pour avoir répondu à la question. Quel est le chauffage de la maison de Meudon? Merci. Voilà. Donc, c'est bien un chauffage gaz. Donc, moi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je voulais remercier évidemment le CNDB pour cette initiative parce que je vois que ça, malgré les conditions difficiles, ça touche quand même une centaine de personnes. Donc, je trouve ça vraiment super. Bravo. Moi, je serai vous. Je continuerai sur toutes les thématiques possibles. Sarah, bravo. Franchement, voilà, si vous cherchez d'autres sujets, notamment sur le logement collectif, puisque nous, on travaille aussi beaucoup sur le collectif, je pense qu'il y aurait aussi des propositions. Pourquoi pas faire tourner des propositions de sujets autour de ces webinaires, puisqu'il y en a plein. Moi, je serais ravi de vous apporter aussi des propositions de sujets et y participer, évidemment. Je trouve que la formule est vraiment très bien. Bravo. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, bravo. Merci à toi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Amandine, on te laisse le mot de la fin. Oui, donc voilà, pas de grande surprise, mais merci à tous pour nous avoir suivis durant cette heure de présentation. Je disais à l'instant, on va vraiment faire en sorte que ce replay soit disponible très, très rapidement d'ici les petits jours à venir. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, en attendant, si vous avez des questions, à nous envoyer tout ça par mail. On sera disponible et on vous réorientera vers les bons interlocuteurs si besoin. Donc, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une bonne journée et à très vite pour les prochains événements du CNDB et Séquence Bois. Au revoir. Au revoir.